Ça parle emploi, votre rendez-vous mensuel avec Ptissam et Eric de Direct Jobs. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette première émission en collaboration avec Ptissam. Avant de commencer, déjà bonjour Ptissam. Et bonjour Eric et bonjour tout le monde. Voilà, donc il faut savoir que pour les personnes qui vont nous écouter sur cette première émission, donc on est très honorés et très fiers d'avoir de Ptissam justement sur cette collaboration d'émissions. Donc ça parle emploi. Aujourd'hui, on va avoir cette émission de 60 minutes ensemble, mais cette émission est enregistrée, mais elle sera naturellement en live au mois de novembre et on vous donnera la date en fin d'émission. Et Ptissam est actuellement à Lyon. Donc aujourd'hui, avec la technique, grâce à la technique, on est capable naturellement de faire beaucoup de choses. Donc, Ptissam, alors aujourd'hui, tu vas nous parler de convaincre un recruteur en entretien. Tout d'abord, avant d'aller plus loin dans les questions des auditeurs, pourquoi cette thématique, Ptissam ? Cette thématique, c'est vraiment l'objectif de tous les candidats. C'est clair, quand ils vont en entretien, c'est pour convaincre, pour être recruté. Mais parfois, c'est même une obsession, une hantise, parce que c'est vrai que c'est pas facile de convaincre un recruteur, de lui faire comprendre que c'est toi, en fait, qui dois choisir. Et surtout, quand on ne sait pas ce qui va le convaincre. Alors, comme nous, on a pensé cette émission pour donner un maximum de conseils aux candidats et les aider à se faire recruter, pour moi, c'était logique d'expliquer dès la première ce qui va convaincre un recruteur, d'où cette thématique. Alors, quels sont les points clés pour apporter des réponses convaincantes à un recruteur, Ptissam ? Et grande question. Alors, pour moi, il y a 3 points fondamentaux quand on parle de convaincre un recruteur en entretien. Et le premier par lequel j'ai vraiment envie de commencer, c'est les questions des recruteurs en entretien. Alors, si tu te demandes pourquoi je commence par ça, Eric, c'est tout simplement parce que c'est le réflexe des candidats que de prévoir des réponses et des arguments aux questions d'entretien. Sauf que bien répondre à un recruteur, c'est pas qu'une question d'argument. Et j'insiste vraiment là-dessus, que tous les candidats qui nous écoutent retiennent bien ça. Il faut absolument développer vos réponses. Les développer pour expliquer, c'est-à-dire que le recruteur, lui, il ne va pas deviner ce que vous ne dites pas, et les développer aussi pour personnaliser, parce que vous aurez peut-être les mêmes arguments que d'autres candidats, mais vous n'aurez pas la même explication. Alors, je vais donner un exemple, mais avant ça, justement, l'exemple, il faut aussi en prévoir dans quelques-unes de vos réponses. Pourquoi ? Parce que l'exemple, ça permet de décrire une situation. Donc, ça va amener le recruteur à vous imaginer en situation professionnelle. Ça va aussi lui donner des images. Et les images, ça reste. Ce qui est vraiment très bien d'ailleurs, parce que le recruteur, lui, il ne pourra pas retenir chacun de vos mots. En revanche, il se souviendra des images que vous allez lui laisser à l'esprit. Allez, j'ai promis un exemple, donc le voici. Je prends volontairement quelque chose que j'entends très souvent en entretien. Les candidats qui disent, par exemple, à la question « Quelles sont vos compétences ou vos qualités ?», qui vont répondre « Moi, je suis quelqu'un de polyvalent » et qui s'arrête là. Bon, alors, je fais une petite expérience en direct. Eric, pour toi, ça veut dire quoi être polyvalent ? Être polyvalent, c'est effectivement une bonne question. Déjà, être polyvalent, c'est de pouvoir naturellement, en fonction de la mission que le recruteur va commenter, c'est de pouvoir répondre vraiment à plusieurs choses, c'est d'avoir plusieurs casquettes et d'être au moins, naturellement, déjà, être motivé, ça c'est sûr, mais de pouvoir dire j'ai mes compétences, effectivement, pour répondre à différentes missions. Voilà, pour moi, c'est vraiment très large, mais ça permet de pouvoir postuler avec un champ beaucoup plus large dans les recherches. Voilà, moi je vois ça comme ça. Tu sais quoi, je trouve que tu as bien résumé en gros ce que disent les candidats et qui ont tendance à dire vraiment je suis polyvalent, c'est que je sais faire plusieurs choses. Mais globalement, vraiment, les candidats s'arrêtent là. Et imaginons maintenant en fait qu'un candidat aille plus loin et qu'il utilise ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire développer sa réponse et donner un exemple. Ça pourrait donner ça. Moi, je suis quelqu'un de polyvalent, ce qui signifie que je m'intéresse à beaucoup de choses, à beaucoup de domaines, que j'aime bien comprendre, apprendre et développer des compétences pour les réutiliser dans mon travail. Et par exemple, quand j'ai commencé en logistique, j'étais chargée d'amener les commandes préparées par mes collègues aux clients. Mes collègues utilisaient un lecteur pour voir le contenu des commandes et où se trouvaient les produits dans l'entrepôt. Moi, je n'avais pas accès à ce lecteur et ça m'intriguait. Alors, j'ai demandé à apprendre pour l'utiliser aussi et je m'y suis tellement intéressée que j'ai même découvert des fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées par l'équipe et en leur montrant, ça nous a fait gagner du temps dans la préparation des commandes. Alors du coup, Eric, là, je te demande ton avis. Tu serais plus convaincu par la version courte « je sais faire plusieurs choses » et m'intéresser à plusieurs choses ou la deuxième option avec l'explication et l'exemple ?
Moi, je serais plus, voilà, parce que déjà, je suis un grand bavard dans la vie, mais je serais plus justement de développer par rapport à cette réponse, et je partirais sur l'option 2. Voilà, donc je développerais, parce que bon, tout le monde peut répondre de manière basique en disant oui, je suis capable de tout faire, point barre. Mais je pense qu'il faut quand même argumenter, développer pour surtout convaincre la personne que l'on a en face. Voilà. Complètement d'accord. Développer, c'est vraiment une des clés. Et en plus, vraiment, les candidats n'ont pas du tout tendance à développer. Donc, le candidat qui va développer, tout de suite, il se démarque et tout de suite, il marque l'intérêt du recruteur et il l'intéresse d'autant plus. Alors ça, c'était pour le premier point. Maintenant, j'en arrive au deuxième point clé pour répondre à un recruteur de manière convaincante. Et ce deuxième point clé, c'est les compétences et l'expérience. Alors, bien sûr qu'il faut les mettre en avant pour convaincre, en les développant, en donnant des exemples comme on vient de le voir. Mais il y a une petite subtilité. La subtilité, c'est de faire le lien entre l'expérience que vous avez eue, les compétences que vous avez développées et le poste pour lequel vous êtes en entretien. Là encore, je vais donner un exemple et je vais même prendre volontairement une situation qui se voit de plus en plus en ce moment, c'est la reconversion professionnelle. Et pourquoi cette situation est intéressante? Parce que justement, les personnes qui changent de secteur professionnel pensent souvent qu'elles n'ont pas de compétences pour le nouveau métier visé. L'exemple que je vais donner, il est plus que réel parce qu'en ce moment, je forme des personnes aux techniques de recherche d'emploi et il s'agit justement de personnes en reconversion. Il y a notamment une personne dans ce groupe qui a été coiffeuse pendant près de 20 ans et qui se reconvertit au métier d'agent d'accueil. Alors cette personne, au début, elle pensait qu'elle n'avait rien à dire à un recruteur. Elle me disait, j'ai rien à dire, j'ai jamais fait le métier, j'ai pas de compétences. Ça, c'était vraiment son discours. Sauf que de mon côté, moi, je voyais déjà plein de choses à dire, plein de compétences et plus exactement des compétences transférables. Ça, c'est quoi? C'est des compétences que vous avez développées dans un autre métier, un autre secteur et que vous allez réutiliser pour le nouveau métier ou dans un nouveau contexte professionnel. Et concernant cette personne, moi, je voyais tout de suite plein de liens entre son ancien métier de coiffeuse et le futur métier d'agent d'accueil. Par exemple, la coiffeuse, elle accueille du public dans le salon. Forcément, l'agent d'accueil, par définition, il accueille aussi. La coiffeuse, elle répond au téléphone, elle prend les rendez-vous, l'agent d'accueil aussi. Un dernier exemple, la coiffeuse, elle écoute la demande, le besoin de la clientèle, elle apporte une réponse, à minima une information, et l'agent d'accueil aussi. Donc, clairement, les points communs, il y en a, même si les métiers sont différents, voire très différents. Et faire ces liens, c'est extrêmement important car c'est ce qui permet à un candidat de valoriser ses compétences, de valoriser son expérience et de faire comprendre au recruteur les compétences justement que le candidat a à lui proposer. Ça, c'était mon deuxième point. J'en ai un troisième. Le troisième point, c'est quoi? Troisième point clé, pour apporter des réponses convaincantes à un recruteur pendant l'entretien, c'est la personnalité. Et clairement, ça, c'est un des grands objectifs du recruteur en entretien, c'est de cerner davantage le candidat, davantage sa personnalité, de le découvrir un peu mieux, de savoir un peu mieux qui il est. Et quand je dis un peu mieux, ça veut dire d'aller au-delà de ce qui a été vu, de ce qui a été perçu dans le CV et dans la lettre de motivation. Et ça passe forcément par la personnalité, parce que le recruteur, il doit se projeter sur le candidat en poste, il doit l'imaginer dans l'équipe. Donc concrètement, quand je parle de personnalité, ça veut dire que le recruteur, il va avoir besoin de percevoir 3 atouts à travers les réponses du candidat. Premièrement, la motivation du candidat. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que du point de vue d'un recruteur, un candidat motivé, c'est un candidat qui va s'investir. C'est un candidat qui va s'efforcer de faire du bon travail parce que justement, le travail lui plaît. Et puis, c'est un candidat qui a envie, tout simplement. Sauf que, côté candidat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que montrer sa motivation, c'est souvent perçu comme quelque chose de difficile à faire. Pourtant, la motivation, moi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez la montrer sans même chercher à le faire. Déjà, tout simplement, en expliquant pourquoi vous avez choisi de postuler à l'offre pour laquelle vous êtes en entretien. Parce qu'il y a forcément des aspects de l'offre qui vous ont donné envie de postuler. Ça peut être les missions, ça peut être les projets, les activités liées au poste, ça peut être les valeurs de l'entreprise, les produits, les services qu'elle propose ou encore la notoriété. Ça fait déjà plein d'exemples, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Autre critère de motivation, c'est la motivation pour l'entreprise. Et là, encore une fois, je veux vraiment insister là-dessus parce que la plupart des candidats oublient très, très souvent de parler de ce point-là. Mais imaginez que l'entreprise dans laquelle vous postulez vous tient à cœur. Peu importe la raison, en fait. Il faut absolument en parler, il faut absolument le verbaliser. Parce que, comme je vous le disais, c'est rare les candidats qui expliquent que l'entreprise les intéresse. Donc, c'est vraiment un élément qui va marquer le recruteur, qui va lui faire comprendre votre motivation et qui va être convaincant. Encore un point qui va faire dire au recruteur que vous êtes un bon candidat. Et ça, c'est mon deuxième atout en termes de personnalité, c'est l'intérêt du candidat. Alors, ça rejoint un peu le premier, la motivation. À la différence que l'intérêt que vous allez montrer pendant l'entretien, ça va venir prouver que tout ce que vous avez dit en termes de motivation, c'est vrai.
Et il y a un moyen très simple de prouver votre intérêt, c'est de poser des questions en entretien. Et là, je ne parle pas ou pas que des questions en fin d'entretien, quand le recruteur va vous demander justement si vous avez des questions. Je parle des questions vraiment tout au long de l'entretien. Par exemple, quand le recruteur vous dit quelque chose et que vous voulez plus d'infos. Ou encore quand le recruteur vous parle de quelque chose qui vous étonne et que vous rebondissez dessus. Ou tout simplement, quand vous avez envie de poser une question au recruteur à propos de quelque chose qu'il vient de vous dire. Il y a trop de candidats qui pensent qu'en entretien, il n'y a que le recruteur qui pose des questions. J'entends même des candidats me dire, mais c'est le recruteur qui a le droit de poser des questions. Moi, je vous dis, chacun a les mêmes droits, très clairement. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas que le recruteur qui peut poser des questions. Pourquoi ? Parce que l'entretien, c'est un échange. Et il faut le voir comme ça. L'entretien, c'est deux personnes qui se découvrent, qui se demandent finalement si oui ou non elles ont envie, elles imaginent travailler ensemble. Donc, c'est tout à fait normal que les questions, elles viennent des deux côtés. Et en posant des questions, vous allez prouver, sans même le dire, que l'échange avec le recruteur vous intéresse et que les infos sur l'entreprise et le poste vous intéressent. À l'inverse, quand quelque chose ne vous intéresse pas, clairement, vous ne posez pas de questions. Donc là encore, comme poser des questions, c'est quelque chose que les candidats font peu, forcément, ceux qui posent des questions sont plus convaincants et font la différence. On a parlé motivation, on a parlé intérêt, ça veut dire qu'on en arrive au troisième atout en termes de personnalité pour convaincre un recruteur en entretien. Et ce troisième atout, c'est la sincérité. Et ça, clairement, c'est vraiment un enjeu de taille parce que le recruteur, il doit pouvoir se sentir en confiance avec vous. Tout comme vous d'ailleurs, vous devez vous sentir en confiance pour accepter un poste. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est côté recruteur, on est habitué à ce que les candidats mentent, notamment sur le CV. Ça, c'est vraiment un grand classique. Et d'ailleurs, d'après les études qui sont faites régulièrement sur le sujet, on compte en moyenne un CV sur 2 qui comporte un mensonge. Et c'est ce qui explique aussi que la sincérité d'un candidat, c'est vraiment un atout de poids dans un recrutement. Alors à partir de là, la grande question, c'est comment on fait pour prouver sa sincérité à un recruteur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des réponses à cette question. La sincérité d'un candidat, elle va se voir notamment dans la manière dont un candidat va répondre aux questions difficiles. Je donne des exemples. Donc, si le recruteur demande ses défauts au candidat, est-ce qu'il va vraiment jouer le jeu ? Est-ce qu'il va vraiment tomber un petit peu le masque, dire ses défauts, ou est-ce qu'il va essayer de donner un défaut qui n'est pas vraiment un défaut ? Et là, le grand classique, c'est les candidats qui répondent « Moi, je suis perfectionniste », le défaut qui n'est pas vraiment un défaut. Et il y a pire encore, il y a les candidats qui disent « Non, j'ai pas de défaut, j'ai réfléchi, j'ai pas de défaut, ça, c'est pas possible. Hein. Surtout, vous ne me dites pas ça, s'il vous plaît. » Et puisqu'on parlait des questions difficiles, il se peut que le recruteur pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Et là, si vous, en tant que candidat, vous expliquez que vous ne savez pas et surtout pourquoi vous ne savez pas, clairement, ça va faire la différence et ce sera une grande preuve de sincérité comparée aux candidats qui vont essayer un peu de tourner autour du pot pour apporter une réponse, alors que ça semblera clair côté recruteur que le candidat n'a pas la réponse. Autre preuve de sincérité, et je dirais même d'authenticité, le candidat qui montre sa personnalité, c'est-à-dire qui ose sourire, qui ose dire comment il a réagi dans telle situation, comment il a peut-être été en difficulté dans une situation, qui ose exprimer comment il a pris du recul, comment il a changé sur un certain point, comment il a su se remettre en question, par exemple, et qui laisse même un petit peu parler sa gestuelle. Tout ça, ça va transmettre de la sincérité. À l'opposé de ça, on a quoi ? On a des candidats qui sont dans le contrôle, c'est-à-dire qui essayent vraiment de ne rien laisser transparaître, qui essaient vraiment de contrôler leurs mots, leurs émotions, qui bougent à peine et qui ne se dévoilent pas en fait. Et pourtant, c'est ça un entretien. C'est se dévoiler un peu pour montrer qui on est et finalement pour que le recruteur, il se projette, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le candidat par rapport au poste et par rapport à l'équipe. Clairement, sans voir la personnalité d'un candidat, c'est pas possible de recruter. Et plus d'une fois, moi, j'ai entendu des recruteurs après un entretien qui disaient « Ce candidat, j'ai pas réussi à le cerner complètement ». Et le résultat, c'est quoi ? C'est que vraiment, ces candidats ne sont pas recrutés parce que le recruteur ne peut pas se projeter sur ces candidats, il ne peut pas s'imaginer vraiment s'engager par rapport à leur candidature parce que justement, il leur manque des éléments. Alors, je donne un tout dernier exemple de situation qui peut prouver la sincérité d'un candidat, c'est le contrôle de référence. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment devenu très fréquent aujourd'hui. En fin d'entretien, le recruteur demande au candidat s'il peut lui donner des références afin de prendre contact avec ses anciennes entreprises. Alors, le candidat qui va répondre non, même si c'est complètement son droit, ça ne va pas inspirer confiance au recruteur parce que ça laissera penser qu'il a peut-être quelque chose à cacher. Alors, tout ça, ça fait beaucoup d'infos, mais beaucoup d'infos importantes. Je vais résumer vraiment en quelques mots tout ce qu'on vient de se dire. Il faut vous rappeler clairement que pour apporter des réponses convaincantes aux recruteurs,
Ça passe par quoi? Ça passe par développer vos réponses. Ça passe par parler de vos compétences, de vos expériences et faire le lien entre ces compétences du passé et celles qui sont nécessaires pour le poste à pourvoir. C'est prévoir des exemples. Et dernier point, c'est dévoiler un peu votre personnalité en montrant votre motivation, votre intérêt pour le poste et l'entreprise et votre sincérité. Donc tout ça, c'était juste pour expliquer comment apporter des réponses convaincantes. On a d'autres éléments à voir ensemble pour convaincre le recruteur, mais avant ça, Eric, je vais te redonner un petit peu la parole parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu as reçu, dis-moi, des questions d'auditeurs ou d'internautes pendant que je parlais? Alors, tout à fait. Déjà, merci Petit Sam pour vraiment toutes ces approches justement de ces réponses du candidat. Je pense que forcément les gens vont prendre ça en considération pour leur futur entretien. On a beaucoup communiqué sur notre émission, on l'a beaucoup préparé aussi ensemble, Petit Sam. On a fait des visios, on s'est eu au téléphone, enfin, et on a beaucoup communiqué dans le sens que bon, il y a des auditeurs qui malheureusement sont des fois aussi soit occupés ou quoi que ce soit. Donc beaucoup nous ont envoyé des questions. Donc j'en ai quelques-unes parce que bon, il y en a énormément et je pense qu'on ferait une émission de 3 heures, donc on va essayer de respecter. Donc il y a une première question qui vient de David, qui m'a noté en disant « J'ai souvent du mal à expliquer ce qui me motive. Par exemple, si le recruteur me demande « Pourquoi avez-vous postulé chez nous ?» Et en fin de compte, je ne sais pas quoi répondre. » Alors, pour moi, il y a deux questions dans la question. La motivation et pourquoi avez-vous postulé chez nous, qui est clairement une question d'entretien. La motivation, moi, j'ai envie de dire, il y a un truc qui est très simple à faire. Quand vous vous dites, et David, quand tu dis, du coup, moi, je ne sais pas trop ce qui m'intéresse dans l'offre, qu'est-ce que je réponds au recruteur sur la motivation? Tu reprends l'offre d'emploi. Donc ça veut dire aussi qu'il aura fallu l'enregistrer au moment où tu as postulé pour pouvoir justement t'aider à retravailler là-dessus avant l'entretien et prévoir tes réponses. Donc, tu reprends l'offre d'emploi et tout simplement, tu notes tout ce qui te plaît, tout ce qui t'intéresse dans l'offre d'emploi. Si tu vois qu'il y a des missions qui t'intéressent, tu notes. Si tu vois que tu vas peut-être être amené à travailler avec certains partenaires, certaines entreprises qui t'intéressent ou certains projets vraiment qui te stimulent, tu notes tout ça parce que, en fait, c'est ça ta motivation. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ensuite, le pourquoi, c'était quoi la question? Pourquoi avez-vous postulé chez nous? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est pourquoi avez-vous postulé chez nous? Et je ne sais pas vraiment quoi répondre justement vis-à-vis du recruteur. Alors, il y a ça, il y a vraiment l'analyse de l'offre et aussi il y a un truc à faire, c'est aller voir le site internet de l'entreprise, aller voir aussi sur LinkedIn, parce que les entreprises ont souvent des pages entreprises sur LinkedIn. Et déjà, ça vous permettra d'aller plus loin que l'offre d'emploi, d'avoir des infos en plus sur l'entreprise et là encore, de voir finalement tout ce qui vous intéresse par rapport à l'entreprise. Ce qui veut dire que vous allez avoir des arguments à la fois sur le poste, sur l'offre et à la fois des arguments sur l'entreprise. Et ça, c'est presque la combinaison magique, j'ai envie de dire, parce que les candidats le font très rarement. Ils ont tendance à parler plus du poste et ils zappent souvent l'entreprise. Donc, allez voir ces différents critères-là sur l'offre et l'entreprise et vous apporterez vraiment une super réponse très convaincante à un recruteur. Voilà, je pense que David, avec ça, il est paré pour ses futurs entretiens. Il n'y a pas de souci. Toujours dans cette première partie, donc j'ai une deuxième question. Donc, petit Sam, c'est donc Stéphanie qui met moi, j'ai peur de ne pas être recrutée et je suis trop sincère. Ça ne se passait pas bien avec mon ancienne entreprise. Je suis parti en mauvais termes. Mais si je dis ça, c'est foutu. Pour elle, elle part du principe que déjà, elle se met, entre guillemets, une petite balle dans le pied. Comment être sincère sans perdre toutes mes chances d'être recrutée? Bonne question. Eh ben, ça, je vais te dire, c'est une question que j'entends super souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, on va dire, une certaine parole qui s'est libérée par rapport au burn-out. Avant, on n'en parlait pas, c'était presque honteux. Aujourd'hui, voilà, les gens en parlent plus librement, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer en entretien. Il y a la même question que Stéphanie, c'est-à-dire, moi, ça ne se passait pas bien avec mon entreprise. Je suis partie, j'ai démissionné, j'ai fait un abandon de poste, j'ai claqué la porte, voilà, on s'est engueulé à la fin. Et comment je dis ça? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends très souvent. Pour résumer un petit peu la manière de répondre dans ces cas-là, c'est déjà, il faut répondre. Il ne faut pas du tout éviter la question parce que si vous essayez de dévier un tout petit peu, le recruteur, il va sentir qu'il y a quelque chose que vous essayez de dissimuler, que vous êtes mal à l'aise. Et là, tout de suite, il va se dire qu'il y a quelque chose que vous essayez de cacher. Et il va essayer de creuser d'autant plus. Donc, ce sera d'autant plus gênant s'il y revient et vous serez hyper mal à l'aise. Donc, il faut y répondre. Et il faut y répondre, par contre, sans rentrer dans les détails. Donc ça, c'est pas évident à faire, mais voilà, il faut essayer d'expliquer un minimum. Alors, pour Stéphanie, par exemple, qui disait « ça se passait pas bien dans
dans mon entreprise, on s'est quitté en mauvais termes, eh bien, l'idée, ce serait par exemple, plutôt que de dire on s'entendait plus, ce serait dire on a commencé à avoir des perspectives différentes. Des perspectives différentes par rapport à mes missions, par rapport à l'évolution de mon poste. Et autant j'ai été très épanouie pendant toutes ces années dans cette entreprise, autant c'est vrai que j'avais envie de donner un autre tournant à mes missions et m'investir différemment. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller vers une entreprise où je pourrais justement m'investir de cette manière. Et là, l'idée, le petit truc en plus pour finalement faire de cette question une force pour Stéphanie et pour toutes les personnes dans ce cas-là, c'est de dire que vous avez envie de telle et telle chose qui sont en lien avec le poste que vous visez et pour lequel vous êtes en entretien. Là, le recruteur, il va se dire quoi? Il va se dire, super, ce que cherche cette personne, c'est ce qu'on a à proposer. Bingo. Donc, toujours faire le lien, ça, c'est important. Écoute, Stéphanie, une fois de plus, j'espère que tu as écouté les bons conseils de Petit Sam. On va partir maintenant on a fini sur cette première partie, Petit Sam, on va partir sur cette deuxième partie, donc 2, où on entend souvent parler de la première impression. Ça, c'est très important. Finalement, ça compte ou pas, Petit Sam? Eh bien, ça, c'est une très bonne question et la réponse, elle est super simple. Oui, ça compte et ça compte même beaucoup. Et je vais aller plus loin encore parce que la première impression, ça compte, mais la dernière aussi. Alors, je m'explique. Qu'on le veuille ou non, on va tous penser quelque chose à la seconde où on rencontre quelqu'un, surtout quand c'est la première fois. C'est un réflexe humain d'avoir une pensée, un ressenti à ce moment-là. Tout le monde le fait. Et comme c'est un entretien, c'est super long. Il faut savoir que le cerveau humain, il ne va pas tout retenir. Il ne va pas retenir chaque mot qui sera prononcé. Ni le recruteur, ni le candidat ne sera capable de ça. En revanche, on va avoir tendance à garder un souvenir plus précis du début et de la fin de l'entretien. Donc, c'est pour ça que la première et la dernière impression comptent beaucoup. Mais du coup, comment on fait pour faire bonne impression? Eh bien, j'ai envie de vous dire, commencez par un sourire. C'est simple, c'est super efficace. Donc, même si vous êtes stressé ou très stressé, ce qui est normal, souriez lorsque le recruteur arrive. Souriez lorsque vous dites bonjour. Parce qu'un sourire, c'est agréable, un sourire, c'est accueillant et ça aide le recruteur d'entrée de jeu à se projeter sur vous dans l'entreprise, à se projeter sur vous dans l'équipe. Autre chose qu'on va voir immédiatement et qui va participer à la première impression, c'est la tenue que vous allez porter. Alors, essayez de ne pas être trop en décalage par rapport aux standards, à la fois du métier, à la fois de l'entreprise. Imaginez à l'inverse que vous voyez le recruteur arriver avec une cravate Mickey. J'imagine que ça va vous interpeller. Ça va vous chaussettes roses, comme ça c'est magnifique. C'est ça, quand il va s'asseoir. Mais rigole pas, moi je regarde souvent les chaussettes en plus et je devrais pas, parce qu'à chaque fois il y a des choses bizarres. Et les chaussures aussi, important. Exact. Donc, la cravate Mickey, imaginez, ou les chaussettes roses, imaginez, ça va vous marquer et vous allez garder cette image en tête. Mais d'ailleurs, vraiment par expérience, il faut que j'arrête de regarder les chaussettes parce que ça me fait marrer. Il faut que j'essaye de ne pas afficher mon sourire dans les moments où il ne faut pas. Et clairement, si je m'arrête encore sur cette cravate Mickey, c'est quelque chose que vous allez peut-être associer au fait que la personne en face de vous n'est pas sérieuse. Donc, c'est ça aussi la première impression. Alors, on a parlé du sourire, on a parlé de la tenue, il y a aussi les documents professionnels qui vont jouer un rôle dans la première impression que vous allez faire passer. Clairement, il y a des candidats qui arrivent sans rien et il y a des candidats qui arrivent avec une pochette. Donc, arriver avec des documents, c'est une petite touche en plus, c'est associé tout simplement à de la préparation et à de l'organisation. Et imaginez par exemple que le recruteur vous demande votre CV. Alors, ça peut sembler un peu fou qu'il vous demande votre CV en entretien, mais je peux vous garantir que ça arrive régulièrement. Quand le recruteur, en fait, retrouve plus votre CV, quand il l'a égaré au milieu de sa pile de CV, quand il l'a lancé à l'impression, qu'il n'a pas été chercher l'impression, enfin bref, il y a des tas de situations où le recruteur peut être à la recherche de votre CV. Donc, si vous lui donnez, en fait, votre CV, parce que tout simplement, il est dans votre pochette, là encore, ça va accentuer le côté du candidat qui s'est préparé, qui s'est organisé, et voilà, qui est vraiment pro. Alors, la première impression, c'est aussi la ponctualité. Et il faut le savoir, c'est fréquent que les candidats arrivent en retard en entretien. Donc, faites attention à ça, même si ça peut vous sembler évident. Donc, voilà quelques critères pour la première impression. C'est des petits détails, mais vraiment, c'est des détails qui comptent. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la dernière impression. Donc, on va faire un petit peu le point là-dessus. Et pour moi, la dernière impression, elle va se jouer à 2 moments. Déjà, le moment où l'entretien arrive à sa fin. Le recruteur, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie le candidat. Et souvent, le candidat, lui, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il ne dit pas grand-chose. Ou alors, il dit juste merci, lui aussi. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir une phrase
pour aller plus loin qu'un simple merci. En une phrase, l'idée, c'est de marquer que vous avez apprécié cet échange, de marquer que vous avez eu plaisir à en apprendre plus sur l'entreprise pour laquelle vous êtes en entretien. Et encore une fois, c'est peu de choses, mais c'est vraiment avec ce genre de détails qu'un candidat se démarque des autres et donc qu'il est convaincant. Et le deuxième moment où la dernière impression va se jouer, eh bien, c'est lorsque le recruteur vous raccompagne jusqu'à la sortie. Alors souvent, comment ça se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est que personne ne dit rien. Donc, c'est même presque un moment qui est gênant. Donc là, mon conseil, eh bien, c'est d'utiliser ce moment, de l'optimiser pour marquer une dernière fois votre intérêt en posant une dernière question, par exemple, sur quelque chose que vous avez vu dans l'entreprise en arrivant. Ça peut être, par exemple, une affiche sur un événement d'entreprise ou tout simplement quelque chose qui vous a interpellé ou intrigué à votre arrivée. Vous pouvez d'ailleurs, à ce moment-là, opter pour un ton un peu plus léger, tout en restant dans un registre professionnel, bien sûr. Et surtout, petit truc important aussi, n'oubliez pas de dire au revoir à la personne qui est à l'accueil, parce que c'est déjà elle qui vous a accueilli. Et puis, tout simplement, c'est encore une fois, marquer votre attention pour ce qui est autour de vous et pour potentiellement votre future équipe, finalement. Donc là encore, vous allez vous démarquer puisque les candidats, eh bien, ils n'ont pas ce réflexe, très clairement, de continuer à échanger, à questionner dans ces dernières secondes. Et forcément, bien, le recruteur, il va se rappeler de ça, il va se rappeler de ces deux moments et de l'impression que ça lui a laissé. Eric, moi, j'en ai fini pour la première et la dernière impression. Ça va assez vite, c'est vraiment une question de détail. Oui, qui a son Euh, importance, petit Sam. Voilà, ouais, donc j'en parle complètement d'accord. en connaissance de cause parce que dans mon métier, avant, j'ai quand même pas mal recruté, etc. Et c'est vrai que tout ce que tu as pu évoquer dans les thématiques, c'est vrai que quelque part, c'est tout à fait ça. C'est qu'il faut vraiment voilà, ne rien oublier. Le petit plus fait que ça peut faire basculer pas mal de choses. Je me suis un peu reconnu avec cette histoire de cravate de Mickey et tout, parce que Ouais, j'ai eu des fois des gens qui postulaient chez moi et qui venaient dans des tenues un petit peu, voilà, avec des couleurs très fun, hein, mais bon, des fois avec j'en avais un entre autres avec des cravates aussi pareil. Ils collectionnaient des cravates et des cravates, on va dire, un petit peu fantaisie. Donc bon, c'était rigolo, mais ça n'empêchait pas que les personnes avaient des compétences, avaient le savoir-être, le savoir-faire. Bon, après, en c'est ça. clientèle, je leur faisais comprendre qu'il fallait peut-être mettre des fois un petit peu autre chose, mais tout ce que tu as pu évoquer, en gros, dans ces périodes voilà, de directeur régional, je reconnais tout ça, tout ce que tu as pu évoquer, je me suis reconnu un petit peu dedans dans cela. Donc, pour ceux qui nous écoutent, prenez bien en considération de ce que Petit Sam vous a dit aujourd'hui, car c'est vraiment très très important. On va passer donc aux questions maintenant, parce qu'à chaque thématique comme ça, on pose quelques questions. Donc là, j'avais donc Sébastien qui m'avait posé une question, voilà, sur nos réseaux. Donc, il posait la question toute simple: comment on fait pour choisir une bonne tenue d'entretien? Ah, ah. Ok. Eh ben, ça, c'est encore une question qui revient souvent, que moi j'ai souvent d'ailleurs sur mes vidéos YouTube. Alors, il y a quelques critères déjà qui sont incontournables. La tenue d'entretien, moi, je vous conseille déjà d'opter pour la sobriété. Ça ne veut pas dire vous habiller tout en noir, ça reste pas, c'est pas un enterrement, Mais évitez donc, en plus, comme tu viens de le dire, Eric, les couleurs trop flashy, sauf si vraiment l'exception, ce serait quoi? Ce serait que vous postuliez dans un métier vraiment de communicant, de design ou une start-up où là, vous pouvez y aller, ça, il n'y a pas de souci. Mais de manière générale, optez plutôt pour une tenue qui soit sobre, et qui n'attire pas l'attention. Mais alors, c'est pas qu'avec les couleurs. Je pense notamment, par exemple, aux vêtements qui comportent des messages. Quand vous êtes devant quelqu'un qui a, par exemple, un t-shirt ou un sweat avec un message, vous faites quoi? Vous lisez le message. Sauf que quand vous lisez le message, vous écoutez moins la personne qui est devant vous, qui est en train de vous parler. Donc, évitez ça. Tu as raconté ton anecdote et moi, il y en a une qui me revient toujours à l'esprit quand on parle de tenue d'entretien. Une fois, j'ai fait un entretien avec une jeune fille. Une jeune fille, elle avait 21, 22 ans, un truc comme ça. Elle est arrivée avec des baskets qui clignotent. Ça peut sembler fou, mais elle est arrivée avec des baskets qui clignotent de toutes les couleurs en plus. Donc, on se serait cru presque en soirée. Et le truc qui me reste en mémoire, c'est je lui ai dit, avant de commencer l'entretien, éteignez vos chaussures. Et la phrase semble tellement folle Excellent. que ça me reste à l'esprit, quoi, en fait. Mais oui, il y a des candidats qui sont capables d'excentricité. C'est pour ça que c'est important aussi de rappeler ces petits détails-là. Et maintenant, on va aller un petit peu plus dans le fond. Parce que la tenue d'entretien, ça veut dire aussi les codes de l'entreprise. Les codes de l'entreprise, finalement, c'est les standards en termes de tenue pour lesquels opte l'entreprise. Ça peut être, il y a des entreprises, par exemple, où c'est pantalons, chemises pour les hommes, c'est jupes, chemises pour les femmes. Il y a des entreprises où, au contraire, ça peut être jean basket, pas de souci.
Donc, il faut essayer de réfléchir à ça, à la fois par rapport au métier et à la fois par rapport à l'entreprise. Et là, il y a un truc très simple finalement pour savoir quels sont les codes de l'entreprise. Allez faire un petit tour encore une fois sur le site internet. Souvent, les entreprises, elles mettent en avant leurs équipes. Elles mettent des photos de leurs équipes. Donc là, tout de suite, vous voyez comment sont présentées ces personnes-là et comment elles sont habillées. Et si vous n'avez pas accès à ces infos-là, encore une fois, il y a le LinkedIn de l'entreprise où vous pouvez voir des membres de l'entreprise qui ont un profil. Et même un truc, là, c'est vraiment imparable, allez faire un petit tour du côté de l'entreprise. Si en plus, c'est l'entreprise dans laquelle vous pouvez entrer librement, bingo, j'ai envie de dire, allez-y, et observez comment sont habillées les personnes qui y travaillent et saisissez-vous de l'ambiance générale, même j'ai envie de dire, ça fera d'une pierre deux coups. Mais vraiment, retenez pas de vêtements qui attirent trop l'attention et des vêtements qui correspondent aux vêtements que vous pourriez porter pour votre métier et dans cette entreprise. Exception faite, bien sûr, des métiers manuels où là, vous aurez une tenue bien spécifique et vous ne pourrez pas mettre la même, bien sûr, en entretien. Donc voilà, pour te répondre sur la question de la tenue d'entretien, Eric. Alors, j'ai une deuxième question de Sophie. Et Oui, elle me met donc, est-ce qu'on peut prendre des notes pendant un entretien? complètement. Ça aussi, c'est une question que j'ai souvent, mais de différentes manières. Est-ce que je peux prendre des notes? Je l'ai souvent. Et si je prends des notes, est-ce que ça ne va pas être mal vu par le recruteur? Donc, c'est vraiment une question qui revient souvent. C'est une question qui est super intéressante parce qu'en fait, prendre des notes, ça veut dire quoi quand on est côté recruteur? Ça veut dire qu'il y a des informations que vous voulez retenir. Donc, il y a des informations qui vous intéressent. Donc, vous êtes intéressé, motivé par le poste et par l'entreprise. Donc, bien sûr que ça fait un bon effet de prendre des notes. Maintenant, attention, il faut être mesuré dans la prise de notes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas noter du début à la fin tout ce que vous dit le recruteur. Parce que quand vous notez, vous êtes un peu moins attentif forcément à ce que le recruteur est en train de vous dire. Et en plus, quand vous notez, vous êtes forcément tête baissée, sauf si vous écrivez sans regarder, mais c'est pas tout le monde qui sait faire. Et le recruteur, il voit quoi? Il voit votre crâne, quoi. Donc, c'est pas agréable aussi pour lui si du début à la fin, il peut pas vous regarder dans les yeux. Mais oui, prendre des notes, c'est un marqueur d'intérêt, donc c'est intéressant. Attention aussi à ce que vous notez. Si c'est hyper visible côté recruteur et que vous prenez des notes qui ne seraient pas appropriées ou en tous les cas que vous ne voulez pas que le recruteur lise, soyez discret dans la prise de notes. C'est sûr, si on fait la liste de courses en même temps, ça va peut-être pas le faire. C'est ça, c'est ça. Forcément. Justement, je rebondis par rapport à ça. C'est est-ce qu'on alors c'est pas une question piège, hein, petit Sam, mais c'est une question qui me vient par rapport à cette question justement. C'est est-ce qu'on a la possibilité maintenant, on a tous des téléphones et on peut enregistrer. Est-ce qu'on a le droit déjà sur le principe d'enregistrer avec son téléphone un entretien? D'enregistrer? Oui. Donc, d'enregistrer la conversation? Oui. D'un Euh, point de vue juridique, j'ai un petit doute, mais J'ai un petit bon, doute aussi. Alors ça faudrait vérifier, mais dans tous les cas, ça voudrait dire qu'il faudrait demander déjà son accord au je recruteur. pense, Et ouais. ouais, le recruteur, ouais, il faut bien sûr pour enregistrer la parole de quelqu'un ou l'image, mais le recruteur, ça peut l'interpeller sur le pourquoi le candidat veut enregistrer. Alors moi, je vais dire, hein, j'ai des candidats qui ont déjà enregistré des entretiens parce que derrière, ça leur permettait de se repasser l'entretien, d'analyser leurs réponses, d'étudier à quel moment ils ont été en difficulté, à quel moment ils ont donné des bons arguments, etc. Mais clairement, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut interpeller un recruteur. Maintenant, ce que tu dis, ça me fait penser à autre chose, c'est qu'il y a des candidats qui prennent des notes avec leur téléphone. Oui, c'est vrai. Et alors, effectivement, j'en ai déjà vu qui prenaient des notes avec leur téléphone. Mais là encore, il faut poser des mots, il faut expliquer, parce que quand vous parlez à quelqu'un et que la personne, elle est sur son téléphone, vous allez forcément vous demander si elle vous écoute. En plus, dans le contexte de l'entretien, le recruteur pourrait carrément se dire, mais il est gonflé, celui-là ou celle-là, il ne m'écoute pas, il est sur son téléphone. Si juste, d'entrée de jeu, vous dites que si le recruteur n'y voit pas d'inconvénient, vous vous permettrez de prendre quelques notes sur votre téléphone, parce qu'il y aura sûrement des informations que vous voudrez garder en note, hein, justement, pour ne pas les oublier. Là, le recruteur, il comprend tout de suite que OK, vous avez prévu la prise de notes, que ça sera par le téléphone, donc il ne va pas du tout être offusqué, gêné ou intrigué par le fait que vous sortiez le téléphone. Un truc aussi, attention, si vous faites votre prise de notes par téléphone, déjà coupez les notifications parce que si vous voyez vos mails, vos trucs arriver, vous aurez tendance à regarder et surtout ça va vous déconcentrer et coupez bien le son du téléphone.
D'accord, bah écoute, merci pour cette petite explication qui n'était pas forcément prévue, mais voilà, c'est le but de cette émission aussi, c'est des fois de rebondir par rapport à tes propos et encore une fois de plus du vécu que moi j'ai pu avoir ce genre de situation et Ah, bon, clairement. je sais qu'il y a toujours le côté juridique, effectivement, l'image et le son, mais bon voilà, c'était bon quand même à savoir et à avoir ces explications. On va partir sur la troisième partie, petit Sam, si tu veux bien. Et maintenant, tu vas nous dire quelque chose qui peut paraître surprenant. Tu vas nous expliquer que convaincre un recruteur en entretien, finalement, ça se joue aussi avant et après l'entretien. Exact. Et alors, même si la thématique de cette émission, c'est convaincre un recruteur en entretien, comme tu l'as dit, forcément, on a parlé de l'entretien, sauf que, bah, effectivement, convaincre, ça peut commencer avant que l'entretien ait démarré et aller même jusqu'à l'après-entretien, pardon, quand l'entretien est terminé. Donc, avant l'entretien, ça veut dire dès l'arrivée dans l'entreprise. Déjà par le premier contact avec l'accueil. Est-ce que quand vous arrivez à l'accueil, vous êtes souriant? Est-ce que vous êtes agréable? Est-ce que vous êtes poli? Est-ce que vous attendez que la personne à l'accueil soit dispo ou est-ce que vous la pressez un petit peu parce qu'il y a l'entretien, vous ne voulez surtout pas laisser l'impression que vous êtes en retard? Alors, d'ailleurs, je vais vous dire, ça me rappelle une anecdote. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une personne qui me racontait comment elle avait été recrutée et le recruteur lui a avoué, après l'embauche, qu'elle était vraiment à égalité avec un autre candidat. Donc ça l'a intriguée. Elle a demandé comment le recruteur, qui était à présent son patron, avait fait pour départager les deux candidats, donc elle plus l'autre candidat. Et le recruteur, bien, il lui a expliqué qu'il avait échangé avec la personne à l'accueil et que cette personne à l'accueil, elle avait fait un très très bon retour. Donc tout ce qui va se passer avant même que le recruteur arrive, tout ce qui va se passer à partir du moment où vous passez la porte de l'entreprise, ça compte et ça peut avoir du poids dans la décision finale pour dire si oui ou non vous allez être recruté. Et justement, ça m'amène aussi à vous dire que votre attitude générale pendant la phase d'attente du recruteur, elle va être super importante. Et parfois même, comme je l'ai déjà dit, elle va être déterminante, comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Si vous devez attendre le recruteur, ayez déjà une posture pro. Ça veut dire soyez discret. Ça veut dire observez, regardez ce qui est affiché à l'accueil, parce que c'est autant d'informations qui pourront vous servir et même vous démarquer en entretien. Vous pouvez aussi donc échanger, comme dans mon exemple, avec la personne qui est à l'accueil, si vous estimez bien sûr que ça ne va pas la gêner. Alors ça, c'est pour l'avant-entretien. Et je vais vous parler aussi de l'après-entretien. Et qu'est-ce que j'entends par après-entretien? Je pense au mail de remerciement. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un mail que vous adressez au recruteur 24 à 48 heures maximum après l'entretien. Et dans ce mail, vous dites quoi? Déjà, vous le remerciez parce que c'est un mail de remerciement. Vous le remerciez pour l'échange. Ça tient en une phrase. Mais surtout, vous allez résumer les points clés de l'entretien pour bien montrer que vous avez clairement à l'esprit les enjeux du poste. Et aussi, vous allez réitérer votre motivation. Et là encore, c'est un élément qui peut vous démarquer et convaincre le recruteur que c'est vous qui doit choisir. Alors moi, j'en ai fini, tu vois, ça a été super vite là, pour cette partie-là. J'en ai fini avec les éléments qui vont participer à convaincre un recruteur avant et après l'entretien. Est-ce que peut-être sur cette partie-là, toi, tu as eu des questions, Eric? Alors, j'en ai eu pas mal. Je te dis, bon, il a fallu faire effectivement un tri parce qu'on ne pouvait pas passer toutes ces questions. J'en ai encore, Ouais. encore et encore en fin d'émission. Mais sur cette partie-là, donc, toute simple, j'ai Nicolas qui m'a envoyé cette petite question. C'est possible d'avoir justement un exemple de mail de remerciement. Alors, je pense que bon, voilà, il faudrait essayer de faire un petit copier-coller par rapport à ce que, comme tu dis, de bons conseils, petit Sam, c'est de pouvoir vraiment bien y répondre et de manière voilà, claire et nette. Voilà. Ouais, alors bien sûr, je vais répondre à la question, mais il va falloir personnaliser un petit peu, il ne faut pas reprendre tel quel. C'est sûr. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, suite à notre entretien vous donnez la date pour le poste 2, je tenais à vous remercier pour la qualité de cet échange qui m'a permis d'en apprendre plus sur votre entreprise et qui m'a montré encore plus d'éléments sur ce poste. J'ai bien noté que les enjeux du poste, c'était ça, que vous aviez telle et telle priorité, que vous recherchiez tel candidat ou tel profil de candidat. Et c'est autant de compétences que je maîtrise, comme j'ai pu vous l'expliquer en entretien, ou qui font écho à mon expérience, comme j'ai pu vous l'expliquer en entretien. Et je profite de ce mail pour réitérer que ce poste me convient, que ce poste m'intéresse et que je me projette totalement dans votre entreprise pour telle et telle raison.
Et là, clairement, enfin, c'est un mail qui est argumenté avec une structure en 3 étapes en plus et qui va vraiment marcher parce que déjà, c'est pas tous les candidats qui font ça. En plus, c'est un mail qui appuie sur le poste, qui appuie sur l'entreprise, qui appuie sur la motivation. Et là, pour peu que le recruteur ait un petit peu oublié ce candidat ou ce soit un petit peu confus pour lui parce qu'il a vu différents candidats ou juste s'il ne sait pas trop se décider parce que les profils sont semblables ou en tout cas les compétences, mais c'est vraiment quelque chose qui peut faire toute la différence et qui peut faire basculer en sa faveur pour l'embauche. Tout à fait, tout à fait. Après, ça dépend quelle entreprise, quel poste, etc. et tout. Mais bon, c'est une fois de plus des précisions qui sont importantes. J'ai une question aussi de Cyril qui me met: il n'y a pas d'attente, que le recruteur arrive tout de suite. Comment je fais pour avoir une bonne impression à l'accueil? S'il n'y a pas d'attente, dès le départ, voilà. Ouais, même s'il n'y a pas d'attente. Alors, l'attente, c'est le temps d'attente entre le moment où la personne de l'accueil sait qui vous êtes et pourquoi vous venez, et le moment donc, où elle prévient le recruteur et que le recruteur arrive. Imaginons que le recruteur soit juste à côté, enfin à côté de l'accueil, ça n'empêche que il vous aura vu arriver, il aura entendu la manière dont vous vous êtes exprimé. Donc, l'idée, c'est de vous exprimer avec professionnalisme, de ne pas passer, par exemple, devant les autres parce que vous avez l'entretien et voilà, vous voulez pas attendre. Ça, c'est clairement des choses qui se voient en entretien. Donc, c'est des choses qui sont de l'ordre du bon sens, de la courtoisie, mais c'est vraiment des choses qui comptent. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, même s'il y a une personne à l'accueil, vous ne savez pas si c'est le recruteur. Donc, partez même de l'idée qu'il y a peut-être le recruteur qui vous voit, qui n'est pas très, très loin. Et voilà, mettez-vous déjà dans cette posture professionnelle. Donc, il suffit que de ça, tout simplement, pour faire bonne impression, hein, ni plus ni moins. D'accord. Et bah oui, non, mais moi, ça m'est arrivé aussi, hein. Là, j'étais en train de regarder un petit peu les questions et de faire un petit peu le tri, mais moi, ça m'est arrivé aussi personnellement lorsque je faisais. Alors, c'était pas l'esprit un petit peu vicieux, mais généralement, voilà, si je donnais rendez-vous à 10 heures avec un candidat qui souhaitait postuler pour le poste, généralement, oui, il y avait aussi le côté accueil où j'avais mes secrétaires qui étaient en face. Et ce que je faisais, bon, c'était un petit peu stratégique, mais ce que je faisais, c'est que je les faisais attendre à peu près 5 à 6 minutes. Exprès, j'étais disponible, mais je faisais ça pour après consulter aussi mes secrétaires en disant qu'est-ce que vous en avez pensé, la première approche, parce que bon, il y en avait certains qui parlaient justement avec les secrétaires ou certains qui étaient, bon, un petit peu, on voyait bien qu'ils étaient plus que stressés, etc. Enfin, ça permettait d'avoir un petit sondage déjà sur la personnalité de la personne, qu'est-ce qui est au niveau du ressenti, etc. Donc c'était quelque chose d'important et j'en tenais compte forcément quand je consultais les personnes concernées, quoi. Voilà. Et bien sûr, mais de toute façon, l'accueil, ça reste vraiment un poste stratégique parce que c'est le point d'entrée dans l'entreprise et c'est un lieu où on voit tout ce qui se passe, toutes les personnes. Et pour te donner même un contre-exemple, moi, ce que j'ai régulièrement vu, malheureusement, c'est des candidats pendant cette phase d'accueil qui mettaient les écouteurs, qui écoutaient la musique, qui s'asseyaient un peu comme s'ils étaient dans un transat et pas une chaise classique de salle d'attente. Ou alors le pire que j'ai vu, et ça passe vraiment pas, hein, c'est des candidats, et même j'ai envie de dire des candidates, je ne veux pas balancer, mais c'était plutôt des filles qui faisaient ça, qui téléphonaient en attendant que le recruteur arrive, mais téléphonaient. Donc dans la salle d'attente, c'est un lieu souvent qui est pas très très grand, une salle d'attente, donc on entend tout, et souvent c'est, enfin, en tout cas dans les moments où j'ai vu ça, c'était des salles d'attente ouvertes sur l'accueil. Donc en plus, ça gênait les personnes qui étaient à l'accueil et qui prenaient elles-mêmes des appels téléphoniques. Ça les gênait parce qu'elles entendaient la conversation de cette personne. Donc clairement, ça donne pas une image professionnelle et ça fait pas une bonne impression d'entrée de jeu. C'est clair. Donc on va passer, parce que je pense qu'on a fait déjà les 3 parties, mais là on va consacrer les 15 minutes qui nous restent pour justement répondre aussi, si tu le veux bien, petit Sam, aujourd'hui, aux questions que j'ai mis de côté, qui sont relativement intéressantes à mes yeux en tant qu'ex-recruteur. J'ai une question de Élise, et c'est vrai que généralement, c'est souvent les recruteurs posent un petit peu cette question bateau, mais bon, ça permet de voir aussi la personne, comment elle répond. C'est quelles sont vos qualités et vos défauts et comment y répondre? Le classique. Le classique. Alors déjà, tu me dis comment il faut y répondre. Moi, je dis il faut y répondre parce que rappelle-toi, tout à l'heure, je disais il y a des candidats qui disent non, j'ai pas de défaut. J'ai cherché longtemps, j'ai pas de défaut. Mais cherche encore, moi j'ai envie de te dire. Il faut y répondre parce que déjà, si le recruteur pose la question, c'est qu'il attend une réponse. Ce qu'il faut comprendre dans cette question des qualités et des défauts, c'est que le recruteur, il pose pas cette question juste pour entendre votre réponse, qui ne pose pas non plus cette question pour vous piéger parce que vous allez forcément dire des choses un peu négatives sur vous via les défauts.
Il pose cette question-là déjà pour voir si vous savez prendre du recul sur vous, si vous savez prendre un peu de hauteur sur vous, sur ce que vous faites bien et sur ce qui est un peu amélioré. Pourquoi? Parce que vos qualités, donc vos forces, faut les connaître pour s'appuyer dessus, que ce soit en situation professionnelle ou même personnelle, et vos défauts, il faut les connaître pour déjà travailler un petit peu dessus et surtout y faire attention, notamment en contexte professionnel. Maintenant, comment on y répond? Moi, je donne souvent une structure qui permet vraiment d'être fluide dans l'explication et qui permet d'aller finalement vers du positif. Alors, pour les qualités, c'est facile parce que c'est déjà une question qui est positive. Donc, je vais aller tout de suite sur les défauts, mais c'est la même structure pour les deux. C'est déjà vous donner votre défaut, c'est-à-dire vous le nommer. Donc, par exemple, je ne sais pas, ce que j'entends souvent, c'est « je suis timide ». Ensuite, vous l'expliquez. Pourquoi? Parce que le sens que vous allez mettre dans le mot qui correspond à votre défaut, le recruteur, il n'y met pas forcément le même sens. Il n'aura pas forcément la même interprétation de ce défaut. Par exemple, moi, si un candidat me dit « je suis timide » et qui dit rien d'autre, si je suis recruteur, je vais me demander si c'est un candidat qui saura entrer en interaction avec l'équipe. Et encore pire, s'il y a du public par rapport au poste que vise ce candidat, est-ce qu'il saura entrer en relation avec le public, aller répondre à ses questions, par exemple? Donc, ça va me faire peur si le candidat me dit juste « je suis timide ». Donc, c'est pour ça qu'il faut expliquer. Donc, je suis timide, par exemple, ça veut dire, je ne sais pas, ça dépend de vous, mais quand j'arrive dans un nouvel environnement ou quand je suis avec des personnes que je ne connais pas encore, j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation. Ça va super vite, c'est juste que voilà, j'ai besoin de quelques minutes pour prendre mes points de repère et pour aller voir les gens, me présenter progressivement et après, cette timidité, elle s'estompe. Donc ça, c'est pour l'explication. Encore une fois, chacun va avoir son explication et c'est d'autant plus important que chacun ait son explication parce que ça va personnaliser votre réponse. Et pour vraiment tirer du positif de cette question qui peut sembler négative, ne vous arrêtez pas là. C'est-à-dire, après avoir nommé le défaut, après l'avoir expliqué, donnez un exemple de situation où vous avez canalisé ce défaut. Comme ça, déjà, ça va prouver que vous savez prendre le dessus sur le défaut. Et comme je vous disais tout à l'heure, le fait de donner un exemple, ça donne des images et ça aide le recruteur à se projeter sur vous en situation professionnelle. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, l'ancien emploi que vous aviez, le premier jour quand vous avez commencé, comment vous avez pris le dessus sur votre timidité. Ou si c'est votre premier emploi, que vous postulez pour un premier emploi, il y a forcément des situations où vous avez été avec cette timidité, vous avez dû y faire face. Par exemple, quand, je ne sais pas, vous avez présenté un projet lors de vos études, par exemple, ou si vous avez fait un stage, ou si vous avez fait du bénévolat, il y a forcément des nouveaux contextes, des nouveaux environnements, des nouvelles équipes dans lesquelles vous êtes arrivé et pendant lesquelles vous avez été un petit peu timide et vous avez dépassé cette timidité. Donc, remettez les choses dans leur contexte, donnez cet exemple et vous finissez sur une touche hyper positive. Écoute, tu as bien répondu à cette question. Voilà, comme d'habitude, petit Sam, je ne me posais pas de questions à ce niveau-là. J'ai aussi Rémi qui m'a aussi envoyé une question et moi j'ai eu l'occasion aussi de la poser. Qu'est-ce qui vous distingue il a eu cette question d'un recruteur. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Tu m'as fait une sélection des questions les plus faciles, je crois. Je pense. J'ai été très gentil pour la première. C'est ça, exactement. C'est un peu le test, mais tu as bien raison, parce que c'est des questions que les candidats posent très souvent. Donc, qu'est-ce qui vous distingue ou quel est le plus qui fait votre différence par rapport aux autres? Vous pouvez recruter. Voilà, tout ça, c'est la même question. Alors, le but, c'est de tirer finalement votre épingle du jeu, de donner un dernier atout, un dernier argument. Et encore une fois, je reviens sur quelque chose, mais je l'ai vu souvent. Parfois, c'est même une recruteuse qui m'a dit ça. Parfois, elle posait cette question quand elle n'arrivait vraiment pas à faire son choix entre plusieurs candidats. Elle posait cette question parce qu'elle se disait, si vraiment je n'y arrive pas à départager les candidats, carrément, je vais presque demander aux candidats de le faire, de se départager, de se démarquer en me donnant leur petit truc en plus. Donc là, qu'est-ce que je conseille? Ce qu'il faut bien comprendre pour remettre un peu les choses dans le contexte, c'est que cette question, elle arrive tout à la fin de l'entretien. Donc, vous avez donné tous vos arguments, vous avez donné vos atouts, vos qualités, vos compétences, votre expérience, vous avez tout donné déjà. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas déjà de sûr donner un argument que vous avez déjà donné. Sinon, ça ne sert à rien. Si le recruteur pose 2 questions, c'est qu'il veut 2 réponses. Vous ne pouvez pas aller sur les compétences, l'expérience, tout ça, parce que vous en avez déjà parlé. Donc, il faut aller sur autre chose. Et cette autre chose, pour moi, ça va se trouver dans ce qui, finalement, vous distingue des autres candidats. Et c'est quoi? C'est vous, votre personne, votre personnalité ou votre histoire, votre parcours. Mais attention, des choses que vous n'avez pas déjà évoquées.
La personnalité, ça marche bien parce que, encore une fois, le recruteur, il va vite faire le lien par rapport à l'équipe. Donc, je prends vraiment un exemple au hasard, là, comme ça. Imaginons que, par nature, vous soyez quelqu'un vraiment d'enjoué, toujours de bonne humeur, toujours positif. Ça, c'est un sacré atout dans une équipe d'avoir quelqu'un qui amène de la bonne humeur, qui amène de la positivité, qui fait du bien, en fait, à l'équipe sans s'en rendre compte, mais juste parce que c'est sa nature. Si c'est ce qui vous démarque et ce qui vous caractérise, dites-le, c'est une super réponse. Je donne un autre exemple parce que je parlais aussi de l'histoire personnelle du candidat. Moi, ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs, pour vous donner un exemple, une anecdote, un candidat qui me racontait que il avait postulé dans une entreprise, alors je ne sais plus laquelle, mais peu importe, qui lui tenait vraiment à cœur parce qu'en fait, depuis qu'il était tout petit, il passait devant cette entreprise. Il regardait cette entreprise et il voyait plein de gens, plein de gens, plein de gens rentrer dans cette entreprise et ça l'intriguait, ça lui donnait envie d'aller là-bas. Et plus il grandissait, plus voilà, ça l'intriguait, il avait envie et presque il s'est pris d'affection pour cette entreprise qui faisait partie de son quotidien, qui faisait partie de son univers. Ça, c'est quelque chose de très singulier, c'est quelque chose qu'aucun autre candidat ne pourra dire et c'est un petit truc qui peut faire la différence. Donc voilà, votre différence, il faut la chercher en vous, dans votre personnalité ou dans votre histoire. Ça te va, Eric? Tout à fait, tout à fait. Ah, il y a eu un petit souci technique, on s'en excuse. Dernière question, je pense, parce que le temps il passe très vite avec toi, petit Sam, mais il nous reste à peine 8 minutes pour conclure. Mais dernière question, c'est Hervé qui la pose. Elle est toute simple, c'est comment répondre aux questions lors d'un entretien. C'est vrai qu'on a tendance des fois à trop développer, à trop parler, donc à un moment donné, trop d'informations tue l'information. Donc comment vraiment répondre? Est-ce qu'il y a une technique précise pour répondre justement aux questions des recruteurs? Ça, c'est une super Je termine question. sur la dernière question qui est super sympa. Alors, elle est pas simple, hein, cette question-là. Non. Comment répondre? Pourquoi elle n'est pas simple? Parce que ça va dépendre bien sûr de la question que vous allez avoir. Mais si je peux donner quelques conseils d'ordre général, déjà, moi, je vous conseille de préparer les questions pour lesquelles vous savez qu'elles vont revenir en entretien parce que c'est des grands classiques. Déjà, la question de la présentation, forcément, ça commence par là. Tout à l'heure, Eric, tu me disais les qualités, les défauts. C'est vrai que ça revient souvent, les compétences, l'expérience, etc. Mais attention, quand je dis préparer, ça ne veut pas dire d'écrire vos réponses et les apprendre par cœur. Ça, c'est le truc qui ne marche pas parce qu'il y a tellement de choses à retenir, on ne peut pas tout retenir. Préparer, à mon sens, ça veut dire préparer des mots-clés. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous serez en entretien, vous pourrez vous raccrocher à ces mots-clés. Et même si vous êtes interrompu, si vous perdez un petit peu le fil, c'est pas grave parce que ce sera juste quelques mots-clés par réponse et donc quelques arguments clés dans les réponses que vous voulez donner. Donc ça, c'est pour la question de la préparation. Après, j'ai envie de vous dire, en entretien, ne vous fixez pas l'objectif que tout soit parfait. Si parfois vous bafouillez un petit peu, si par exemple votre gestuelle se voit, si vous dites un mot à la place d'un autre, franchement, c'est pas grave parce que déjà le recruteur, il a vraiment l'habitude de voir des candidats stressés, donc il va pas s'arrêter là-dessus. Il sait que généralement ça s'estompe et puis il va s'attacher au fond de votre réponse, donc à vos arguments. Et donc je reviens aux mots-clés. Mais il y a pas, on va dire, de recette magique pour répondre parce que ça va aussi dépendre du candidat, du poste qu'il vise, en fonction aussi des responsabilités par rapport au poste. Il y aura des questions qui peuvent être plus poussées ou moins poussées, mais vraiment la question de la préparation, les mots-clés et s'autoriser à être soi-même, dans une certaine mesure, bien sûr, pour moi, c'est vraiment ce qui va amener à donner des bonnes réponses. Super, petit Sam. Écoute, il reste encore 6 minutes, donc, et tu as peut-être quelque chose à dire, non? C'est bon Ouais, pour c'est ça, toi? j'ai levé le doigt, tu sais, comme à l'école. Alors, on ne voit pas, mais moi, j'ai levé le doigt comme à Je vois l'école. que tu as levé le doigt, donc tu Ouais, peux, c'est voilà, ça. tu as quelque chose à dire avant? Ouais, j'ai quelque chose à dire parce que Dis-moi. tu parlais de la dernière question. Alors, je ne sais pas si du coup tu t'en souviens, mais on avait aussi une question sur les réseaux de Cathy qui voulait absolument assister à l'émission, qui n'a pas pu assister à Oui, l'émission, qui n'a pas pu exact. poser de questions dans l'émission. Tout Euh, à fait. et qui m'a laissé sa question du coup sur LinkedIn. Alors, je vais carrément vous lire ce qu'elle m'a mis, Cathy, sur LinkedIn. Elle me dit: Bonjour petit Sam, malheureusement, je ne peux pas participer à l'émission. J'aurais aimé parler de la difficulté de trouver un emploi à temps partiel dans mon domaine. Mon âge est-il pour quelque chose là-dedans? Les seniors, on en parle, point d'interrogation. Merci à toi, bonne émission. Alors, Cathy, c'est vraiment quelqu'un que, enfin, j'allais dire que je connais, je ne la connais Je pas pense que vraiment, ouais, mais c'est c'est ça, vrai hein. que je la vois souvent sur les réseaux et elle me pose souvent des questions sur les réseaux ou sur mes vidéos YouTube. Alors, elle me pose plusieurs questions dans sa question. Moi, je vais m'arrêter sur
sa difficulté par rapport à son âge, parce que clairement, c'est sa plus grande difficulté de ce que je connais de Cathy. Et c'est aussi une difficulté que rencontrent beaucoup de personnes. Quand on est senior, alors senior, ça veut dire malheureusement, dans le contexte professionnel, à partir de 45 ans. C'est pas mon critère, je m'excuse pour toutes les personnes de 45 ans et plus, mais voilà, c'est considéré comme ça. À partir de 45 ans, c'est senior. Moi, je dis toujours, il faut faire d'un désavantage une force, ou de quelque chose qui semble être un désavantage une force. Parce que pour moi, être senior, ce n'est pas du tout un désavantage, bien au contraire. Les avantages, c'est quoi? C'est l'expérience, c'est aussi la maturité professionnelle, c'est la conscience professionnelle, c'est la discrétion professionnelle, c'est la capacité à prendre du recul, c'est la capacité à se remettre en question, c'est la capacité à partager son expérience, à pouvoir transmettre son expérience, ses connaissances. C'est aussi l'expertise sur un certain nombre de points par rapport à son métier, parce qu'il y a cette longue expérience, justement. Donc, il faut valoriser tous ces points-là et en faire une force et déjà en être convaincu parce que vous serez d'autant plus convaincant face aux recruteurs. Si vous allez à l'entretien persuadé en vous disant bah, « j'y vais, mais c'est sûr, vu mon âge, il ne va pas me recruter », vous allez dégager des choses négatives. Si vous vous dites bah, « ouais, en fait, je ne l'avais pas vu comme ça, mais finalement, j'ai des atouts du fait de mon âge et de ma longue expérience, ma longue carrière », bah bingo, vous allez communiquer du positif. Et c'est même pas pour vous faire plaisir que je dis ça, c'est parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages quand on est senior. Alors, j'en parle en connaissance de cause parce que il y a une ville qui est à côté de Lille qui s'appelle Tourcoing, où on est partenaire avec Direct Jobs et cette ville de Tourcoing, et entre autres avec 2 associations qui sont vraiment spécialisées dans l'emploi pour les seniors. Je vais les citer, c'est PEPS et c'est aussi Compétences et Emploi. On a été pas mal sollicités justement parce que là, c'est la 3e année pour eux où ils ont formé des groupes de travail. J'y suis allé. Il y avait le haut-commissaire à l'emploi qui était présent aussi ce jour-là pour justement, parce qu'il y a un jeune et une solution déjà depuis longtemps avec le gouvernement et le plan de relance, mais les seniors aujourd'hui, tout le monde en prend compte et aujourd'hui il y a des belles actions qui sont faites par rapport à ça, et je sais qu'il y a des entreprises sur l'île et métropole qui sont capables de prendre 70% du recrutement, c'est des seniors, c'est qu'ils ont signé une charte pour s'engager naturellement pour justement l'emploi des seniors. Voilà, donc je tenais à faire une petite aparté là-dessus. Voilà. Écoute, petit Sam, malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à toi pour toutes ces réponses qui ont été naturellement précieuses pour tous ceux qui nous ont écoutés. Il faut savoir que pour cette première, parce qu'il faut bien se lancer un moment pour cette première, cette émission est enregistrée et elle sera diffusée le mardi 18 octobre, donc à 14h, sur nos plateformes respectives. Donc le prochain rendez-vous se fera donc le mercredi 16 novembre, mais ce coup-ci sans filet, c'est-à-dire qu'on le fera en direct. C'est ce qu'on a prévu avec Petit Sam, donc de 14h à 15h. Nous aurons forcément nos communications respectives pour que vous puissiez sur nos différentes plateformes laisser vos questions. Et Petit Sam, moi je ferai l'animation et Petit Sam naturellement répondra avec vraiment son professionnalisme à toutes ces questions. Petit Sam, un dernier mot peut-être. Je te remercie vivement naturellement de ta participation et de cette belle collaboration qui naturellement, c'est une belle aventure que l'on fait de Lille à Lyon. Donc l'emploi ne s'arrête pas à Lille et métropole. Donc un grand merci à toi pour vraiment ton professionnalisme. Je te laisse la parole de fin. Moi, je souhaite naturellement une belle journée et de belles recherches et de bons recrutements à tous ceux qui recherchent un emploi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous consulter, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos différents réseaux. Et je te laisse la parole de fin, Petit Sam. Merci Eric, moi j'ai vraiment été ravie, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette première émission et j'en prendrai encore beaucoup, c'est sûr, pour les prochaines. Et très clairement, moi j'ai juste envie de partager tout ce que j'ai appris au contact des entreprises, des recruteurs et des candidats. Donc il y a plein d'émissions, plein de thématiques à suivre et il n'y a qu'à poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore et à bientôt, Petit Sam, mercredi 16 novembre. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain avec Tissam et Eric de Direct Jobs pour une nouvelle thématique.